Bonjour, dans cette prochaine vidéo, je vais donner les informations préalables à la réalisation du 4e laboratoire qui porte sur l'électricité résidentielle. C'est le laboratoire le plus important de l'année, je dirais même de votre DEC. Et c'est tant qu'à moi le laboratoire qu'il y a le plus grand nombre de monde à qui ça peut servir un jour dans la vie. Certaines personnes me diront qu'ils toucheront jamais à l'électricité de leur maison, que ça va être le chum qui va faire ça, le père ou un électricien. Même quand on fait juste engager un électricien ou confier travaux à son père, c'est bon d'avoir un minimum de connaissances pour s'assurer qu'il fait ça de façon sécuritaire. La page titre, on la remplit. N'oubliez pas de me préciser avec qui vous travaillez, le moment où vous l'avez fait, dans quel groupe, etc. Je m'en vais à la page prochaine, 22. Donc, la table des matières, il y a un seul travail pratique à réaliser là, qui prend toute la période de laboratoire. Je m'en vais à la page 23. Donc, vous prendrez connaissance des buts en m'indiquant que vous avez pris connaissance en cochant. La préparation maintenant. Je le dis dans mes propres mots, vous relirez les paragraphes vous-même. Depuis le début de l'année, on a travaillé avec la source de courant continu en laboratoire. C'était une source que quand on mesure le voltage à ces bornes, si on l'a ajouté par exemple à 10 volts, elle va nous fournir 10 volts la première seconde, la deuxième seconde, puis tout le temps qu'elle va fonctionner, elle va toujours nous fournir un 10 volts continu. Aujourd'hui, pour le premier de 2 laboratoires, je pense qu'au total, ce qu'on va faire du courant alternatif, on n'utilise pas cette source-là. On va faire la source de courant qu'on va utiliser, ça va être Hydro-Québec. Donc, ça va nous provenir de la même façon que les prises de courant que vous avez à la maison. Donc, vous les reconnaissez ici. Sur un circuit électrique, je représenterai ça par une vague ici. Puis si je mesure la différence de potentiel entre la grande fente et la petite fente, je n'arriverai pas à un voltage continu comme tout à l'heure, mais je vais arriver à un voltage qui alterne continuellement. Donc, à la première seconde, il vaut quelque chose, la deuxième, la troisième, il vaut autre chose, mais il est cyclique. On parle souvent, ces cycles-là, on va parler d'un 60 Hz, ça veut dire qu'il fait un sinus là, il fait 60 sinus à toutes les secondes, que je devrais dire, 60 alternances. Et il va monter jusqu'à 170 volts et descendre jusqu'à 170 volts. Et ça, 60 fois par seconde. Là. Donc, c'est très rapide. On parle souvent à la maison, on va dire hey, c'est des circuits 120 volts. Pourtant, là, je viens de dire que ça montait et descendait jusqu'à 120 volts, jusqu'à 170 volts. Le 120 volts, on appelle ça un courant efficace. Alors, pourquoi parle-t-on d'un voltage, d'une différence de potentiel efficace de 120 volts? Ce voltage-là de 120 volts, c'est le voltage que ça nous prendrait si on voudrait faire le même travail avec une source de type continu. Fait que quand j'utilise ce sinus-là pour faire allumer une lumière, j'arriverai au même résultat si je prendrais une ligne, un courant continu de 120 volts. Okay? Donc, on parle d'une tension alternative de 120 volts, même si la valeur oscille plus grande que 120 volts. Bon, première chose à connaître sur ce genre de circuit-là. Autre chose, la nomenclature. Okay? On va toujours appeler le circuit qui est branché sur la petite fente, on appelle ça le vivant des fois, ou encore le L1 sur un circuit électrique, au lieu de l'appeler le positif, là, on va appeler ça le circuit L1. Donc, qu'est-ce qui touche à cette borne-là? Au même titre qu'on disait que on touchait à la borne positive, on va dire qu'on touche au vivant. Celle qui est grande, on va l'appeler le neutre. Pas nécessairement parce que le voltage est égal à 0. Ce serait souhaitable si un circuit électrique domestique est bien fait, a été bien pensé par un électricien, puis a été bien réalisé, puis qui n'a pas été modifié dans le temps, parce que monsieur, madame, tout le monde se met à jouer dans l'électricité domestique. C'est vrai qu'ici, on aurait une valeur pratiquement neutre. Ce ne serait pas dangereux de mettre un tournevis là, dans cette fente-là. On ne prendrait pas un choc électrique. Alors que l'autre, elle, est dangereuse, c'est vraiment elle qu'on dit qu'il y a un potentiel là, de 120 volts dessus alternatif. Dans les faits, je vous recommanderai jamais de mettre un tournevis, même dans le neutre. C'est rare que les circuits sont bien balancés, il y a eu des modifications avec le temps, puis le neutre n'est pas réellement égal à 0. On a un circuit supplémentaire qui est la mise à la terre, MALT, mise à la terre, le circuit de Malte, ou en anglais de ground. Donc ça, c'est un circuit dans la maison, toutes les fils qui touchent à cette borne-là
dans le panneau électrique, ça va être accordé à un tuyau de cuivre qui s'en va dans la terre. Donc, c'est vraiment une mise à la terre. Donc, ça, c'est vraiment une référence 0 qui peut absorber là, tous les court-circuits qui pourraient arriver dans la maison. Donc, c'est un circuit de protection. Le circuit, le courant électrique puis nos équipements électriques fonctionnent grâce au L1 et au neutre. Même titre que en courant continu, il fonctionnait grâce au plus et au moins. Okay. Donc, il faut connaître ça, vivant et neutre, là, quand on fait du courant alternatif. C'est ce qui est précisé dans le paragraphe en bas. Je tourne la page, donc continuez à faire la lecture. On revient encore sur ces notions-là. Donc, quand on va faire du câblage électrique résidentiel, on va utiliser un câblage qui ressemble à ça dans la vraie vie, donc un câblage, un revêtement extérieur généralement blanc comme ça, il y en a des rouges, les deux grandes couleurs utilisées. Puis à l'intérieur de ce revêtement-là, protecteur extérieur, il y a 3 conducteurs qui sont cachés à l'intérieur, 2 qui possèdent leur propre revêtement isolant protecteur, donc un qui est noir, puis un qui est blanc, puis il y en a un qui n'a pas de protection à l'interne. Celui-là qui n'est pas protégé comme ça, c'est celui-là qui est la mise à la terre, le ground. Le noir, c'est lui qui est le vivant, le L1 qu'on parlait depuis tout à l'heure. C'est évidemment, tous les vivants doivent être branchés ensemble, tout comme quand on veut s'alimenter. Tous les équipements, on les brancherait sur une borne positive. Ben, ça revient un peu à l'équivalent en continu. Là. Tous les équipements, le circuit commence sur le vivant, sur les fils noirs. Après ça, on va aller dans une résistance, dans une charge électrique, puis on va revenir par le fil blanc, le fil neutre. Il n'y a pas de truc mnémotechnique pour les retenir. Ça aurait été le fun que, exemple, noir égale neutre, puis que blanc égale vivant, les deux finissent par an. C'est pas vrai, c'est pas ça. Trouvez-vous, si jamais vous trouvez un truc infaillible mnémotechnique, vous me le direz. Mais le vivant, c'est le noir, et le neutre, c'est le blanc. Très important à retenir, à savoir pour travailler en courant alternatif. Continue dans votre laboratoire. Donc, on montre un circuit électrique typique résidentiel qui alimenterait plusieurs choses. On ne montre pas dans un circuit typique, on montre pratiquement jamais le ground, la mise à la terre, qui est un circuit de protection, mais tous ces équipements électriques-là, il y aurait un 3e fil là, qui serait la mise à la terre. Donc, souvent on illustre en haut l'alimentation électrique, le L1, le vivant, puis le neutre. Donc, tous nos équipements vont commencer en se branchant sur le vivant, comme on voit ici, par un fil noir. Ça pourrait être par exemple le chauffe-eau. Puis après avoir alimenté le chauffe-eau, on revient par le fil neutre, qui est blanc, puis on vient toucher au neutre. Puis à partir de la même alimentation, je pourrais alimenter une deuxième affaire, nos prises électriques résidentielles. Donc, on voit du côté de la petite fente, il y a un fil noir branché sur le L1. Et du côté de la grande fente, il va y avoir un fil blanc branché sur le neutre. On pourrait alimenter une plainte électrique de chauffage. Donc, même chose, le circuit électrique commence sur le L1, un fil noir, place dans la plainte électrique, puis on finit sur le blanc neutre. Évidemment, la plupart du temps, ça, c'est branché sur un circuit de 210 volts ou 240 volts. Donc, c'est pas branché sur les mêmes circuits là, que le 120 volts. Dans une maison, on a 2 types d'alimentation. Celle qu'on connaît le plus, 120 volts, courant alternatif. Mais il y a aussi du 240 pour certains équipements. Et on a un 3e exemple d'équipement alimenté, nos lumières de maison. Donc, le circuit commence par le vivant, passe d'un interrupteur. Donc, présentement, l'interrupteur est dessiné ouvert. On dessine toujours nos interrupteurs en position repos ou normale. Donc, il est ouvert. La lumière ici, c'est le dessin d'une lumière. Donc, c'est une résistance qui va chauffer et s'illuminer. L'ampoule est représentée par le rond, puis la lumière qui sort de l'ampoule par les petits traits ici. Donc, le circuit commence sur le vivant avec un interrupteur, avec des fils noirs, passe dans l'ampoule et finit sur le blanc. Remarque, vous voyez que l'interrupteur vient couper le fil noir, vient couper le vivant comme tel. C'est encore un standard d'électricité résidentielle. Là. Ça aurait exactement le même fonctionnement. La lumière s'éteindrait et s'allumait. J'aurais mis l'interrupteur du côté du fil blanc. Mais pour des raisons de sécurité et de conformité, on le met sur le côté vivant, le côté fil noir. Je continue à la prochaine page.
Donc, c'est de la lecture ici. C'est vrai, il va peut-être avoir 5 minutes de questions à répondre à la maison, là, puis les réponses vont probablement être dans les 2 ou 3 prochaines pages. Donc, vous les lirez. On vient parler des protections électriques qu'il y a dans un câblage résidentiel typique. Donc, il y a la mise à la terre, qui nous protège, entre autres, contre les surcharges et les courts-circuits. Donc, on explique là, comment cela fonctionne un peu. Je tourne la page pour aller à la page 26. On parle encore de la mise à la terre, mais d'un autre élément qu'on entend souvent, là, les protections à l'aide d'un fusible. Donc, c'est un élément qui va se briser avant qu'autre chose se brise lorsqu'il y a trop de courant, lorsque le courant est trop intense. Donc, c'est comme une composante électrique faible dans un circuit électrique. C'est elle qui va briser en premier. Donc, il y en a différents types qui existent. Peut-être celle à la maison qu'on voit plus souvent, là, le fusible à bouchon. Je tourne la page. On va vous parler d'une autre façon de se protéger, les disjoncteurs. À la page précédente, on parlait des fusibles. Un vieux panneau électrique où ce qu'on aurait des fusibles dedans. Donc, c'est ça qui va nous protéger, le panneau électrique. Le fusible qui est dedans va brûler avant que autre chose de plus important ne saute dans la maison. Il y en a encore des panneaux électriques comme ça, mais aujourd'hui, on retrouve plutôt des panneaux électriques de ce type-là, même si la photo est prise de loin et qu'on le voit mal un petit peu. Donc, ce sont des disjoncteurs. Je pense que j'en ai photographié un ou trouvé une photo rapprochée de ce que c'est. Donc, il y a comme un bouton comme ça. Puis, on ne le remplace jamais quand il y a trop de courant dans une composante à la maison. Le bouton change de position, puis ça ouvre le circuit. Il n'y a plus de courant qui circule tant qu'on ne vient pas réarmer ce circuit-là et essayer de comprendre pourquoi que la protection a embarqué. Donc, si je reviens dans les notes de cours, on nous parle des disjoncteurs, là, donc on nous parle de la boîte noire ici qu'on retrouve dans les panneaux de fusibles modernes. Donc, les 2 prochaines pages expliquent le fonctionnement. Il y a 2 grands types de disjoncteurs. Le disjoncteur thermique. Donc, les petits dessins essayent de montrer comment cela fonctionne. On passe du temps 1 au temps 2 au temps 3. Là, le temps s'écoule. Ben, ça, c'est le temps où ce qu'on fonctionne 99,9% du temps. Donc, le courant arrive, le disjoncteur, il y a une vis de chaque côté, puis on le met à travers un circuit électrique, fait que le courant va pouvoir passer en même temps qu'il fait autre chose dans la maison. Donc, sur le dessin, c'est souvent les 2 vis qu'on a ici, qu'on va venir brancher, mettre cet élément-là en série, un peu comme on mettait un ampèremètre en série, bien, le disjoncteur est mis en série avant d'alimenter les équipements. Donc, le courant qui circule dans l'équipement circule aussi à travers la boîte noire. Passe à travers le fil vert ici, puis finit, sort par l'autre vis et s'en va dans notre équipement. Le petit bouton que je parlais pour réarmer. Donc, le petit bouton qu'on voit ici, c'est le petit bouton qu'on voit ici à l'extérieur. Donc, ça, tout ça, c'est à l'intérieur du disjoncteur. En fonctionnement normal, c'est comme ça. Ce qu'il y a de particulier d'un disjoncteur thermique, c'est qu'il y a 2 petits morceaux de métal en rouge et en bleu ici, qui sont collés ensemble, mais qui ont des facteurs de dilatation thermique différents. On sait que le métal, son volume change quand il est chauffé. Mais là, ces 2 petites plaques de métal-là vont changer de volume quand ils vont être chauffés. Puis plus qu'il va y avoir de courant, plus qu'ils vont chauffer. Ici, j'ai un ressort qui est étiré, qui voudrait bien se comprimer, sauf qu'il est retenu par un système. Puis il y a un stopper ici, fait qu'il n'est pas capable de tirer puis de revenir à sa position repos. Il y a quelque chose qui le retient. Lorsque le courant augmente, fait qu'on a un ampèremètre ici, courant normal, là, le courant, beaucoup plus de courant qui est indiqué, donc le I a augmenté, et la bilame a commencé à tourner. Donc, c'est en train de descendre, puis ça va finir par décrocher le petit stopper qui est ici. Donc, le courant augmente encore, on voit vraiment la force, c'est en train de courber, puis à un moment donné, le stopper tasse tellement qu'il n'y a plus rien pour retenir ça de tourner, puis le ressort peut se comprimer, puis tirer tout ça vers l'intérieur, donc faire tourner ça, qui va faire tourner aussi l'interrupteur à l'extérieur. Et quand le ressort peut se comprimer, mais on voit là qu'il y a une coupure qui se fait ici, là, un peu comme un interrupteur. Donc, il y a une coupure qui se fait ici, et le I ne peut plus passer, le courant ne peut plus passer, c'est ouvert. Donc, il va falloir venir réarmer, prendre le bouton ici, puis le remonter en haut pour faire tourner lui, pour que tout ça puisse se retasser, puis que le stopper vienne en place. Évidemment, le stopper va venir en place si la bilame refroidit, mais quand il n'y a plus de courant qui passe, bien, le bilame va refroidir. S'il y a encore un problème dans la maison, bien, il va réchauffer immédiatement, puis il va se réenclencher. Donc, quand le courant va passer, si on n'est pas revenu dans la situation où c'est du courant normal,
Mais si on revient dans la situation où il y a trop de courant, il va réchauffer puis réouvrir immédiatement. Donc ça, c'est le fonctionnement d'un disjoncteur thermique. Encore plus moderne, il y a aussi le disjoncteur magnétique. Donc cette fois-ci, ça c'est en fonctionnement normal. Le courant passe à travers la bobine qui est ici, puis il ressort. Une bobine, ben, ça crée une force magnétique quand il y a du courant dedans. Quand le courant est normal, il n'y a pas tellement de force magnétique. Quand le courant est très intense, il va y avoir beaucoup de force magnétique. On verra que quand on va faire l'électromagnétisme, que le cœur ici va vouloir descendre, lié au champ magnétique qu'on a créé. Donc si ça veut descendre tout ça, ben, ça va libérer encore le stoppeur qui est ici, et ça va pouvoir faire comme tantôt, là, le ressort peut travailler, attirer tout ça, faire basculer l'interrupteur, le bouton à l'extérieur, et le circuit est ouvert, le courant cesse de passer. Évidemment, bon, on réarme le tout, puis s'il n'y a pas trop de courant, ben, il n'y aura pas trop de force vers le bas, là, magnétique. Donc, il existe même un troisième type de disjoncteur, celui qu'on retrouve là, dans les prises des salles de bain avec un petit bouton rouge et noir au centre, là. Donc, c'est un peu le même principe, mais c'est un troisième type de disjoncteur. Je continue à la page suivante. Donc là, vous commencez vraiment la préparation en laboratoire. Donc ici, je vais faire un petit saut dans le temps. À minute que vous avez lu jusqu'à la page 28, puis qu'évidemment, vous êtes en train de regarder une vidéo actuelle, ben, vous pourriez aller à la fin du laboratoire, dès maintenant, et dire si vous vous êtes préparé ou pas. Ça, c'est une nouvelle version. Je pense que vous autres, il y a encore A, B, C, D, E, F, mais dans le fond, il y a rien que deux choix, dire oui, j'ai lu juste ce que je vous ai montré maintenant, puis j'ai écouté le vidéo, ou non, je ne l'ai pas fait avant de me présenter en classe. Donc, j'étais à la page 29. Donc, avant d'arriver en classe, puis de commencer à vérifier notre matériel, là, vous êtes supposé d'avoir écouté le vidéo, puis d'avoir lu jusqu'à la page 28. Si vous avez fait ça, ben, dès ce moment-là, vous pouvez aller dire « Ma préparation est faite », puis cocher à la bonne place dans l'auto-évaluation. Donc, le matériel que vous allez utiliser, planche de montage avec boîte électrique et disjoncteur, c'est la photo suivante, normalement ici. Donc, c'est ma planche de montage avec des boîtes électriques et un disjoncteur. Là, au départ, il y a déjà une protection qui a été installée là, pour les besoins du laboratoire. Donc, il y a un disjoncteur à l'intérieur ici. Fil électrique de 120 volts. Donc, vous allez avoir des câblages comme ça, normalement, déjà de près. Prise électrique. Donc, vous allez avoir une prise électrique comme ça. Ampoule électrique. L'ampoule est là. Dans le fond, j'aurais dû plus mentionner que vous avez un socle et une ampoule électrique. Et un interrupteur. L'interrupteur qu'on va utiliser justement pour faire éteindre ou allumer la lumière. Vous allez avoir des outils d'électricien. Donc, quelques petites remarques sur les outils d'électricien. Typiquement, la paire de pinces la plus pratique pour un électricien, c'est la paire de pinces qui est montrée ici, qui peut à la fois couper et travailler là, avec la partie plate. Deuxième paire de pinces extrêmement utile pour l'électricien, c'est les longues noses qu'on dit en anglais, donc les pinces avec un grand nez. Donc ça, c'est très pratique pour tourner les fils, pour aller chercher un fil des fois dans un espace restreint. Utile, quoique moi je ne l'utilise pas personnellement, mais pour dégainer nos fils, là, pour enlever les protections qu'on a vues, là, la protection extérieure puis les gaines de protection intérieure. Les tournevis, donc deux tournevis carrés dépendant des têtes qu'on a, puis souvent un tournevis plat aussi. Remarque, hein, les couleurs ont été standardisées. Ça, c'est mon tournevis carré avec la tête numéro, je ne me rappelle plus, là, 2 ou 3. Donc une tête plus grosse, puis le vert est toujours la tête plus petite un peu. Les couleurs bleues sont souvent pour les tournevis plats. Le couteau de menuisier, extrêmement utile quand on fait de l'électricité résidentielle. Donc, c'était nos outils. Puis, il y a deux autres outils qu'on va utiliser, mais qui vont être à l'avant en démonstration. Donc, le vérificateur de prise de courant. On insère ça dans une prise de courant. Puis, à l'aide, il y a trois petites lumières sur le dessus ici qui vont s'allumer. Si, évidemment, nos trois lumières sont indiquées par un code de couleur ici, si les deux premières s'allument vertes, puis que la troisième ici est éteinte, tout notre montage est réussi, puis on est heureux. Évidemment, si ça s'allume différemment, ben, on a des codes qui nous permettent d'identifier qu'est-ce qu'on a mal fait là, dans le montage électrique.
Et l'autre outil, c'est un outil aussi qu'on insère dans les prises électriques, mais là c'est plus pour vérifier si la prise, si le fil tient bien encore en place dans la prise électrique. Donc c'est vraiment pour vérifier là, si les contacts, si mécaniquement la prise est encore utilisable, puis qu'elle est sécuritaire et que les fils vont rester bien en place. L'enseignant devrait vous montrer, aller tester votre montage à la fin avec ces deux équipements-là. Sur cette photo-là, je vous montre le montage final, qu'est-ce qu'il a l'air. Donc, vous devriez avoir le même nombre de fils. Donc, un premier fil qui m'amène dans la prise de courant. Je ressors de la prise de courant. Donc, il y avait deux fils qui rentrent dans la prise de courant. Je m'en vais dans l'autre boîte électrique qui va avoir l'interrupteur. Il y a un fil qui rentre, il y a un fil qui ressort qui s'en va alimenter la boîte électrique où il va y avoir l'ampoule. Donc là, dans celle-ci, il n'y a rien qu'un fil. Fait que, typiquement, votre montage est supposé d'avoir cette allure-là quand c'est bien réussi. Donc, au niveau du texte, on vous présente ces différentes composantes-là que je viens de vous montrer là, à l'aide des photographies. Et à la page suivante, page 30, ben, vous aviez un dessin, mais maintenant j'aime bien mieux vous montrer cette photo-là correspondant au dessin. Mais on voit le même nombre de fils, peut-être pas disposés pareil, mais la première boîte électrique avec ses deux fils, puis la prise de courant, la deuxième boîte électrique aussi avec deux fils et son interrupteur, et la troisième boîte électrique avec son ampoule. Les fils sont identifiés, vivant est l'un, puis le neutre, puis la mise à la terre. Donc on voit ce qui a été fait avec la mise à la terre, les vivants, les neutres, etc. Okay. Donc, à la page 31, on vous explique comment dégainer un conducteur. Évidemment, quand on veut faire un montage électrique, il va falloir enlever les gaines protectrices, la gaine extérieure et les gaines protectrices intérieures noires et blanches là, sur le fil vivant et le fil neutre. Donc, dans un premier temps, il faut enlever la gaine extérieure. Donc, je crois que ce n'était pas expliqué ici, mais à l'aide des photos, je vais vous l'expliquer. Donc, j'ai ma gaine protectrice extérieure. Personnellement, la technique que je préfère, c'est de glisser tranquillement mon couteau en plein milieu du fil. Là, ça se trouve à passer entre les deux fils. Souvent, dans les deux bosses qu'on va dans le fil, il y en a un qui c'est le fil noir qui est là, puis il y en a un qui c'est le fil blanc. Donc, quand on se glisse parfaitement au milieu, on passe à côté des deux fils. Même si on toucherait au neutre, le neutre passe au milieu, puis il est dégainé. C'est pas grave si on y touche avec le couteau. Donc, il s'agit vraiment de se glisser en plein milieu. Évidemment, on fait ça en faisant attention de ne jamais travailler vers soi, la lame coupante vers soi ou vers quelqu'un. Un coup que c'est rentré comme ça, on va avancer tranquillement. Puis habituellement, ça se coupe assez bien si notre lame n'est pas maganée. Donc, quand on a fini de passer au complet, on voit apparaître nos trois fils, puis la gaine est séparée en deux. Évidemment, on va venir couper les deux parties là, que je vous montre, là, extérieures. Donc, on les tasse sur le côté, puis on repasse notre couteau pour les enlever. Comme ça, on se retrouve avec notre fil, comme illustré sur la prochaine photo, là, que la gaine extérieure a été retirée sur une bonne partie du fil, là, où on s'apprête à travailler. Donc, après ça, là, on vous explique comment dégainer. Donc, dans mes propres mots, vous prendrez le temps de lire ça au moins une fois là, en laboratoire avant de le faire. Mais au niveau des photos, je vais vous montrer. Il y a deux façons de le faire. Donc, on achète une paire de pinces habituellement qui est supposée de faire ce travail-là. Mais moi, je vous dirais par expérience, quand je fais l'électricité pendant une fin de semaine chez quelqu'un, je vais travailler avec le couteau. Je ne travaillerai pas avec ça. J'ai toujours de la misère à travailler avec ça. Je ne sais pas si c'est moi qui travaille mal, mais je sais que je trouve ça fatigant de passer toute la fin de semaine à dégainer avec l'outil officiel qui dégaine. Je vais quand même vous le montrer. Donc, théoriquement, ça fait beaucoup de choses, cet outil-là. On en voit un qui n'est pas dénudé encore, puis l'autre a été dénudé. Donc, pour passer de cet état-là à cet état-là, on utilise habituellement la partie en bas ici. Il existe différentes grosseurs de fils électriques. Celui-là qu'on a au laboratoire, si je ne me trompe pas, il faut utiliser le 14. Donc, on vient pincer notre fil avec vis-à-vis le numéro 14, puis il faut pincer quand même assez fort. Donc là, je veux dénuder le blanc. Puis un coup que c'est pincé, on avance vers l'extrémité. Donc la prochaine photo, c'était pour montrer qu'on prenait vraiment le 14. Et là, vous voyez, je suis en train d'avancer vers le haut. Donc ça fait sortir tranquillement la gaine, puis on reste avec la partie dégainée. Ça a l'air beau vu comme ça, mais vous l'essayerez en laboratoire, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Deuxième méthode que j'utilise personnellement avec le couteau. Donc, je m'excuse, là, on ne voit pas le fil se termine juste un petit peu en haut ici, là, juste légèrement à l'extérieur de ma prise de vue.
Donc, j'insère mon couteau parallèle au fil, bien parallèle, hein. Je ne coupe pas perpendiculairement parce que si moindrement j'encoche le fil métallique à l'intérieur, ben, je le brise puis je fais un point de faiblesse. Là, électriquement, c'est pas souhaitable. Donc, je me mets parallèle au fil puis j'essaie d'enlever une couche, la couche supérieure du fil. Quand j'ai fini, ça a l'air de ça le fil. Il a comme été enlevé. Car avec l'expérience, on touche pratiquement pas au conducteur à l'intérieur, on fait juste le flatter si on veut, puis on enlève Puis après ça, ben, c'est facile de tasser ma gaine noire vers le bas et de venir la couper. Fait que je tasse ma gaine noire. Il y a souvent une gaine en plastique transparent, je les tasse, puis je viens passer mon couteau ici. Là, et j'obtiens le même résultat qu'avec le dégaineur. Page de vos notes du cahier de laboratoire, on vous parlait maintenant comment relier un conducteur qu'on a dégainé à une vis. Bon, la distance, par expérience, un demi-pouce, 1,25 cm fait bien, mais ça peut varier d'un endroit à l'autre, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut faire avec. Deuxième étape, torsader, ben, c'est pas vrai avec les fils qu'on a en laboratoire, mais des fois qu'on dégaine un fil, puis c'est plusieurs petits conducteurs, là, le fil s'effiloche au bout, ben, on va le torsader au besoin là, pour avoir un paquet de petits fils qui partent dans toutes les directions. Évidemment, si on veut le visser sur une vis, va falloir faire un crochet au bout du fil, sauf une exception que je vais vous montrer dans une seconde. Donc, on va fabriquer un crochet comme ça au bout. Meilleur outil pour faire ça, c'est les pinces à long bec. Donc, tranquillement, pas vite, on se fait un beau crochet comme ça avec la partie qu'on a dégainée, puis on va être prêt à visser ça sur une vis. Ce qu'on vous dit dans la procédure, c'est qu'on fait 2 tiers, 3 quarts de tour. Donc, en noir, ici, avec le trait oblique, c'est la vis qu'on va venir visser, là, tranquillement, pas vite. Donc, le fil est caché en arrière de la vis. Il devrait être caché à peu près comme ça. Juste la moitié, c'est pas assez. Il faut vraiment aller de l'autre côté. Il faut passer du côté horaire. Parce que quand on visse, ça tourne comme ça. Donc, ça favorise que le fil reste pris dans la vis. Si je suis arrivé par l'autre côté, quand j'aurais vissé, ça aurait eu tendance à vouloir sortir à l'extérieur de la vis. Okay? Donc, ça, c'est pas assez. Ça, il est passé tout droit. On va voir une exception tout à l'heure, mais c'est pas qu'il faut qu'il fasse le tour de la vis, normalement. Puis même s'il fait le tour de la vis, il ne faut surtout pas qu'il soit trop long et qu'il déborde de l'autre côté, parce que ça va devenir dangereux, je vais vous montrer. Puis ça, c'était le cas, justement, parce que j'arrive par l'autre bord, que c'est pas souhaitable. Okay? Donc, je vais vous montrer sur photo qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Donc, ça, c'est le début de votre montage. On est à côté du disjoncteur. Il va falloir venir brancher 3 fils pour alimenter notre boîte électrique. Donc, on a du plastique ici qui nous isole, parce qu'évidemment, ce fil-là, métallique, ne doit pas toucher d'aucune façon. Les parties métalliques en haut ne doivent pas toucher à celle-ci, puis encore moins à celle-ci. Exemple, là, que la partie métallique soit dégainée jusqu'ici, ça aurait été ben trop, parce qu'à l'extérieur de ma partie protégée un petit peu, ou en tout cas, qui ne peuvent pas se toucher facilement, mais là, ça deviendrait facile à ce que ce métal-là, en bougeant le fil, quoi que ce soit, vienne toucher à ça. Là, que j'arrive à faire passer cette partie métallique-là, à venir toucher ici, ça commence à être dur, là. Vous regarderez en laboratoire comment c'est fait. Donc, puis évidemment, si ma partie métallique que je pointe présentement serait trop longue puis viendrait sortir ici, mais ce serait facile de toucher à d'autres parties métalliques, ce qu'il ne faut pas toucher. Donc, c'est un peu ce qui vous est expliqué. Il y a une exception à ça. Là, j'étais à la page 32. Je m'en vais à la page 33, là, où il vous parle comment joindre 2 fils ensemble. Mais dans le bas de la page, j'ai montré d'autres aussi fils, des fois qu'on fixe sur une vis. Mais ici, c'est la vis de fond de boîte d'une boîte électrique. Okay? Bon, je vais aller vous montrer sur photo, ça va être beaucoup plus clair. Donc, ici, j'avais grossi. J'aurais pu faire mes explications avec cette photo-là tout à l'heure. Ça aurait peut-être été mieux un peu. M'excusez, c'est des vidéos faites en temps réel, puis en cours de session comme ça, c'est la première fois que j'utilise ça, je n'ai pas le temps de me reprendre plusieurs fois, donc on y va avec ce que j'ai obtenu le premier coup. Là, on vous montre une boîte électrique rectangulaire, puis on voit la mise à la terre, là, notre fil principal qui arrive, qui rentre dans la boîte, puis un fil noir, blanc, puis la mise à la terre. Les autres sortent de la boîte, puis je vais faire un branchement avec, mais la mise à la terre va aller toucher la boîte pour protéger, pour mettre à la terre toute la partie métallique de la boîte. Donc, il y a une vis dans le fond, puis il y a 2 excroissances de chaque côté qui font que le fil ne peut pas sortir de la vis. Fait que j'arrive du côté droit au côté gauche, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quand je tourne, le fil n'a pas tendance à vouloir sortir, il est comme coincé par l'excroissance qui est ici. Donc, on peut les passer en ligne droite. On n'est pas obligé de tourner. C'est même souhaitable de les passer en ligne droite. On n'est pas obligé de la tourner à l'entour de la vis. Donc, pourvu qu'il soit coincé en dessous de la vis,
l'excroissance va l'empêcher de sortir, puis ça tient bien en place. Donc, c'est ce que j'essayais un petit peu de vous montrer là, dans mes notes, dans le cahier, là, à cet endroit-là. Donc, le fil est gainé, dégainé, mais il passe dans le fond, puis il passe tout droit, puis il peut même dépasser. Là, souvent, on le laisse dans le fond de la boîte, tout simplement. Puis, on peut en mettre deux sur la même vis. Là, on en a mis un cas, mais je pourrais en mettre un deuxième de ce côté-là, s'il y a un troisième fil dans la même boîte électrique. Okay. Il arrive parfois, le parfois, ben, c'est quand on a une prise de courant comme ça. Donc, je vais vous le montrer en photo. Ça, c'était agrandi pour qu'on voit mieux un petit peu. Donc, en photo, j'ai une boîte où j'ai une prise de courant dedans. Là, c'est un cas particulier. Il y a un des fils de mise à la terre. Donc, il y a un des côtés. J'arrive avec un fil gainé, je le dégaine, je passe dans la vis du fond de la boîte pour faire une mise à la terre. Et le fil n'est pas arrêté de l'autre côté de la vis. Il continue, puis il est très, très long. Donc, il faut ajuster la longueur de nos fils correctement. Puis, il vient se brancher sur la mise à la terre propre à la prise électrique comme telle. Donc, sur photo, là, on ne le voit pas bien, on va le voir tout à l'heure, mais c'est le fil, il y a un fil qui passe dans le fond de la boîte, qui passe en arrière de la vis ici que je monte, qui continue très, très long, puis qui va venir se visser là-dessus. On devrait mieux le voir bientôt. Donc, ça, vous voyez, lui, il est coupé en arrière ici, tandis que lui, il n'est pas coupé, puis il continue, là, puis il monte vers le haut présentement. Là, il est très, très long. Puis, il est très, très long, c'est le fil qui continue ici, puis il vient toucher à la vis verte là, de mise à la terre de la partie prise électrique comme telle. Et ça s'arrête là. Donc, ça, c'était comment visser nos fils électriques sur différentes vis. À la page 32, dans la partie d'en haut, on vous parlait comment unir des fois deux fils ensemble sans qu'on passe par une vis ou quoi que ce soit. Donc, comment qu'on fait une torsade, qu'on appelle, puis on va utiliser une marrette pour mettre au bout. Donc, vous lirez, mais je vous le montre sous forme de photo. Je vais tenir très fort mes deux fils que je veux joindre ensemble. Là. Donc ici, j'ai deux fils blancs qui proviennent de deux fils électriques séparés. Je les tiens très très fort en parallèle ici, bien coincés, près de l'un de l'autre. Je vais les tourner à 90 degrés, là, les croiser pour qu'ils fassent un angle presque 90 degrés entre les deux. Puis avec mon autre main, je vais venir me pincer ce que je monte présentement, puis je vais me mettre à les tourner là. C'est lui qui va se mettre à tourner en arrière de l'autre si on veut, là, mais en bout de ligne, il faut que j'arrive à créer une torsade comme ça. Donc ça fait mal aux doigts des fois. Des fois à la fin, mais si on essaie de le commencer tout de suite avec une paire de pinces, ça va mal. Ça fait pas une belle job, donc il faut se faire mal un peu aux doigts pour faire des belles jobs des fois. Donc on arrive à créer une torsade comme ça. Moi, je la finis jamais ma torsade. Puis j'en dégaine long. Quand je fais ça, j'en dégaine vraiment très long. Ben, très long, c'est peut-être à peu près 3 cm de long. Plus c'est long, plus c'est facile de faire la torsade. Mais là, la torsade est beaucoup trop longue pour rentrer dans une marrette. Marrette étant ce genre de bouchon comme ça qu'on voit des fois. Donc, il m'en reste à la fin. Puis là, avec la paire de pinces électriques, avec la partie coupante de la pince électrique, je viens de couper ce qui se dépasse. Là. Je ne sais pas si vous voyez la différence, là, mais j'ai enlevé mes deux extrémités. Puis des fois, j'en ai trop long, je vais la recouper une deuxième fois. Là. Il faut que je la rentre dans la marrette. Puis ça se visse. Vous regarderez à l'intérieur, vous allez voir, il y a une partie vissable. Donc, ça vient se visser sur le bout. Je le tiens toujours fort. Hein, je n'ai jamais lâché mes deux fils ensemble. Puis là, je viens visser fort aussi. Puis on va pouvoir tirer sur les deux fils blancs pour être sûr que le bouchon ne s'arrache pas. Puis on peut tirer sur le bouchon. Il faut que ça tienne, cette chose-là. Que ça tienne bien. Puis quand on le regarde, là, comme il faut à l'intérieur, ben, vous voyez pas du tout de partie de métal. Si on en regarde plus profondément, on finit par voir le métal. Là, mais il ne faut pas le voir proche de l'extrémité, encore une fois, pour éviter de réussir à y toucher facilement. Okay. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué là, dans cette partie-là, là, comment réussir à torsader. Puis des fois, la première fois que je me visse, je trouve que je vois trop de métal. Fait que là, je dévisse, puis je coupe plus loin pour avoir moins de longueur, puis je recommence, tout simplement. Okay. À la page suivante, ben, le protocole comme tel est pratiquement fini. C'est l'évaluation de votre montage que l'enseignant va venir faire à la fin, qu'on explique. Donc, il aurait dû avoir quelques explications supplémentaires que je vais donner à l'aide des photos. Donc, je suis dans une boîte électrique, probablement celle de la prise de courant. J'ai deux fils qui arrivent dedans, donc on rentre par les trous prévus pour ça. On va visser aussi ce qu'on appelle le serre-fil. Donc, dans le fond de la boîte, là, proche de l'endroit où j'ai rentré, il y a une vis, les fils rentrent en arrière. Puis ça, il faut le visser pour que si je tire sur le fil ou encore que j'essaie de le pousser vers l'intérieur, ben, le fil ne bouge plus en place. Évidemment, je vais m'en laisser très long au départ pour travailler. Je vais visser après, mais un coup que c'est vissé, là, le fil ne devrait plus avancer ni reculer à cet endroit-là. Okay. Donc, on voit mieux la vis là, ici là, que je vais visser. Évidemment, ben, j'en profite immédiatement. Puis vous voyez, ma gaine extérieure finit à peu près à cet endroit-là, là, au niveau du serre-fil. Puis
ground, ma mise à la terre. Je vais venir la visser en même temps là, sur les vis de fond de boîte là, pour faire les mises à la terre. Évidemment, si j'en ai trop long, des fois, je suis obligé de laisser du blanc puis du noir très long. Donc, lui ici a tendance à être très long, mais je vais le rapetisser, là, puis parce que des fois, c'est beaucoup trop long. Là, on va prendre juste la longueur qu'on a besoin par après. Donc ça c'était la partie pour une boîte tout à l'heure, pour une boîte avec une prise électrique dedans. Ça va être le même principe pour le circuit où il y a un interrupteur dedans, pour la boîte électrique qui a un interrupteur. Puis la dernière boîte, il va y avoir juste un fil qui rentre dedans, mais il y a un serre-fil aussi, donc on vient serrer notre fil pour pas qu'il puisse reculer ou avancer. On voit la guine qui s'est arrêtée à peu près où le serre-fil. On voit la mise à la terre qui était ici. Des fois dans ces boîtes-là, il n'y a pas de petits excroissance là, qui venait coincer le fil. S'il n'y en a pas, ben, je suis obligé de tourner, puis de tourner dans le sens horaire, puis de m'assurer que quand que je visse que ça ne veut pas sortir. Puis mes deux fils vont continuer, puis aller vers l'ampoule comme telle. Ce que, bon, là, on voit encore mieux là, le fond de la boîte. Je m'en vais sur la partie ampoule. Ben, je vais avoir un blanc qui vient d'un côté, puis là, mauvaise impression, mais le fil est parti de ce côté-là. Il est vraiment entouré du côté horaire. Puis même chose, le fil est parti par en bas ici, puis il se finit là. Donc, j'ai entouré horaire alentour de la vis. Évidemment, on pousse toujours, puis on tire sur le fil après qu'on l'ait vissé. Il ne faut pas que ça bouge, il ne faut pas que ça ressorte. Il ne faut pas que nos parties métalliques soient trop exposées. Là, fait qu'on essaie que la partie gainée finisse le plus près possible de la vis. Là, on le voit bien, ça c'est super. Ici, c'est peut-être une petite affaire longue, personnellement. Évidemment, il faut comprendre l'électricité, puis il ne faut pas mettre le noir et le blanc du même côté. Il ne faut pas que je branche le noir. Ici, c'est tout du métal. Quand que le vivant touche directement, quand que le blanc et le noir se touchent, ça fait paf! Donc, s'il n'y a pas quelque chose pour dépenser le courant, c'est comme quand je faisais mettre un fil jaune directement aux deux bornes de la source de courant continu, puis qu'on disait qu'on était en court-circuit, que la lumière rouge allumait. Ben là, ça faisait juste un court-circuit, la lumière rouge allumait. Là, si on fait un court-circuit, puis ça fait paf, pas dangereux, ça fait du bruit, puis ça fait faire un bon saut. Mais personne qui va se tuer avec ça. Mais il ne faut pas que ça arrive, normalement. Évidemment, il faut comprendre le courant. Le courant, on a dit, fil noir, c'est le vivant qui va amener le courant sur l'ampoule. Donc, je touche à du métal, le courant peut passer partout ici. Puis là, il s'en va en arrière, l'ampoule est de l'autre côté. Il s'en va passer dans l'ampoule qui est en arrière. Puis après ça, le courant s'en vient ici, puis il touche à toute cette partie métallique-là, puis il reprend le chemin de retour. Pas tout à fait ça, le courant alternatif, ça va dans les deux sens, là, mais fondamentalement, on peut le comprendre comme ça. Si je retourne dans votre cahier de laboratoire, ben là, vous demandez à votre enseignant de venir vérifier, puis il va vérifier toutes les choses que je viens de vous expliquer. Est-ce que ça marche? Est-ce que la lumière s'allume? Est-ce que la prise de courant est fonctionnelle? Est-ce que vous avez dégainé correctement? Est-ce que vous avez installé les fils dans les serre-fils? Quand je disais on pousse, puis on tire sur le fil, puis que ça tient en place. Est-ce que vous avez bien mis vos fils autour des vis du bon côté, puis des bonnes longueurs? Votre marrette, est-ce qu'elle est bien installée, puis elle tient, puis les mises à la terre, est-ce que c'est fait partout? On va tester votre prise et expliquer comment fonctionnent les vérificateurs. Et après ça, ben, je m'étais trompé un peu au début en disant qu'il n'y a pas de calcul et analyse. Là, il y a quand même une page de questions à remplir, mais pas très compliqué à remplir la page de questions. Il y a peut-être le dessin ici qu'on voit moins bien. Là, des fois, c'est des fusibles, puis on me disait qu'il y avait des parties faibles. Donc, un fusible, là, il y a quand même quelque chose de brisé ici, mais un vrai fusible, il serait tout avec des parties noires comme ça. C'est du métal, ça, mais là, il est très mince, le métal, donc il peut facilement fondre. Là, il a fondu une fois, tandis que là, toutes les parties minces sont fondues. C'est un fusible qui vient de fondre, ben, le courant ne peut plus passer, évidemment. Là. Quand on dit que fondu, c'est ouvert, là, donc le courant qui arrive d'un côté ne peut pas continuer et aller de l'autre côté.